Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 29 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour des injections des banques centrales, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « Frisson d'horreur, frisson de bonheur ». Frisson d'horreur, évidemment, pour le citoyen, constatant au mois de juillet une prolifération d'attentats, d'actes barbares, avec une fréquence qu'on n'a jamais observée dans l'histoire de l'Europe. Et puis pendant ce temps-là, vous avez des indices boursiers qui s'envolent, qui nagent dans un véritable océan de bonheur et qui réalisent une performance de plus 5,5% en juillet pour le CAC et pour l'Eurostoxx 50, qui aurait parié au lendemain du Brexit que l'on aurait dans la foulée le meilleur mois de juillet depuis une décennie, et que surtout on ferait bien plus qu'effacer l'impact du Brexit. Souvenons-nous des pires horreurs décrites par le FMI, qui aujourd'hui fait amende honorable. Oui, on avait peut-être un petit peu exagéré les conséquences néfastes du Brexit. En fait, personne ne sait quelles seront véritablement ces conséquences. Mais tout ce qu'on constate, c'est que les marchés, eux, ont fait comme si ces conséquences n'existaient pas et que seul comptait l'argent injecté par les banques centrales. En ont-elles injecté beaucoup ? La BCE n'a pas bougé, la Fed n'a pas bougé. Puis ce matin, nous avions la Banque centrale du Japon, sur laquelle beaucoup d'opérateurs fondaient leurs espoirs, tout simplement parce que, après l'extension du plan de relance japonais annoncé avant-hier par le gouvernement de Shinzo Abe, plan étendu de 40%, ce qui va creuser de 80 milliards d'équivalents euros. 80 milliards supplémentaires. Le déficit, on se disait, M. Kuroda, il va falloir qu'il injecte. M. Kuroda, c'est le patron de la Banque centrale du Japon. Est-ce qu'il injecte ? Eh bien, non. Surprise, ce matin, il laisse le QE inchangé. Il ne baisse pas le taux directeur. Alors, les marchés l'espéraient. La Banque centrale du Japon avait dit qu'elle ne le ferait pas. Mais, depuis le début de la semaine, on se disait, elle ne tiendra pas parole. Parce que de toute façon, il faut faire quelque chose pour provoquer l'affaiblissement du yen. Eh bien non. M. Kuroda a tenu parole. La seule chose qui change, et là, écoutez, vous qui détenez des actions, c'est que la Banque centrale du Japon va devenir, de très très loin maintenant, le premier acheteur d'actions au travers des ETF. Alors, elle maîtrisait déjà 30% du marché. Eh bien, les achats d'ETF vont être doublés. Autrement dit, maintenant, les cours de bourse à Tokyo, c'est la Banque centrale du Japon. Comme ça, c'est clair. Vous voulez savoir où sera le Nikkei à la fin du mois d'août ? Téléphonez à la Banque centrale du Japon. Elle sait déjà probablement où sera le Nikkei à quelques points près. D'ailleurs, la plupart des banques centrales savent exactement où seront les indices dans une semaine, un mois, un trimestre. Et on voit que ce mois-ci, mois de juillet, eh bien, les banques centrales ont programmé une hausse, un retour de l'Eurostoxx à 3000, un Dow Jones s'envolant au-delà des 18 500 ou un S&P 500 ralliant les 2170 et enfin le Nasdaq qui teste à peu de choses près son record absolu de mai 2015 aux alentours des 5150 points. Un Nasdaq qui prend quand même, tenez-vous bien, 7,5% au mois de juillet. Les valeurs technologiques avec du retard, eh bien, ça y est, on a décidé que ce retard devait être comblé. Puis que surtout, ça fait désordre d'avoir un Nasdaq qui est à 3, 4, 5% de ses records absolus, quand chaque soir, vous avez le S&P, qui contient beaucoup de valeurs du Nasdaq, qui lui bat des records. Et c'est vrai que quand vous agrégez les principaux indices US, Nasdaq plus S&P plus Dow Jones, vous obtenez finalement un double sommet, en prenant un indice large comme les 600 plus grosses valeurs du marché du New York Stock Exchange. Vous avez un double sommet parfait entre mai 2015 et juillet 2016. Alors, gare au double top, naturellement, surtout qu'il a été obtenu avec des volumes quotidiens
quasi nul, et avec des algorithmes dont on lit chaque jour la prédominance. Prenez par exemple hier soir le Dow Jones, pendant 3 heures, il est remonté de 80 points dans un corridor parfaitement régulier. Hop, on a envoyé l'algo, puis alors en face, il n'y a plus aucun vendeur. Voilà, donc la Banque centrale, elle donne un coup de téléphone, et tout le monde appuie sur le bouton, tout le monde a les mêmes algos, et on met l'indice exactement là où on le souhaite. Les marchés sont donc au plus haut en fin de mois, sans volume, avec des PER de 26-27 pour le S&P, plus de 30 pour le Nasdaq, et finalement, pas davantage d'argent pour soutenir les marchés. Alors, il faudra bien que M. Kuroda, à un moment ou un autre, imprime les 80 milliards du plan de relance de M. Shinzo Abe, mais ce n'est donc pas d'actualité. Alors, ce que nous vous décrivons là, eh bien, ce sont toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que les marchés, à la moindre étincelle, eh bien, connaissent un coup de grisou. Les mois d'août nous ont réservé plus souvent de mauvaises surprises ces dernières années. C'est pourquoi nous n'avons pas pris le risque de supprimer nos couvertures pour espérer les racheter avec un CAC 40 à 4004 ou 4005. Nous avons tout conservé. Nous ne renforçons pas. Mais si nous voyons le CAC 40 retomber sous 4250, là, il faudra renforcer. Donc notez bien, 4250 sur le CAC 40, 2840 sur l'Eurostoxx, et puis sur le S&P 500. Attention, en cas de pullback sous les 2100. Voilà, donc ce sont les seuils à surveiller cet été. Pour l'instant, nous maintenons les positions, et puis bien entendu, nous espérons que l'or, à un moment ou un autre, viendra rechercher la zone des 1300 $ l'once. L'indice global des matières premières est en baisse régulière depuis le 27 juin dernier. L'or devrait à un moment ou à un autre accompagner cet indice. Un indice qui nous raconte évidemment quelque chose qu'il faut entendre. Si les matières premières baissent, toutes les matières premières, plus le pétrole, c'est que la demande est en baisse. Demande en baisse signifie contraction de l'activité mondiale et baisse des revenus, baisse du pouvoir d'achat pour les pays producteurs. Auprès de qui achètent-ils ? Eh bien, des pays développés. Et nous terminons avec ce dernier élément qui, à mon avis, résume absolument tout. La France, au second trimestre 2016, connaît une croissance nulle, avec une consommation qui chute de moins 0,8 au mois de juin. On espérait au moins une stabilisation après les moins 0,8 du mois de mai. Alors, la croissance assise sur la consommation, sur la confiance des consommateurs, c'est du pipeau complet. Voilà, mais les marchés, eux, ils sont là où vous savez, et s'ils rechutent, eh bien, surveillez tous les seuils de façon à prendre des positions plus offensives à la baisse, le cas échéant.